Hop, alors je vais prendre, quelques questions. Hein. Alors Mickaël, très beau prénom, très beau prénom. Salut, tu as investi dans les subnets de Bitsensor. Alors, je les ai beaucoup étudiés, on les a présentés directement dans l'Accompagnement Group. J'en ai parlé pendant le précédent live. On avait fait toute une thématique, on les a étudiés avant leur sortie. On était prêts dès leur sortie. Aujourd'hui, je suis exposé dessus, pas, sur des quantités qui sont trop importantes. Tout simplement parce que j'estime qu'il y a encore beaucoup de spéculation, que les projets ne sont pas encore trop aboutis et que la mécanique ne s'est pas encore totalement mise en place sur, l'écosystème de Bitensor. Mais il y a des éléments qui sont intéressants, sous condition que vous sachiez les analyser correctement avec un maximum d'informations. Pas juste suivre les tendances en disant: «OK, il y a de la spéculation, je vais dessus». Et le problème, c'est que beaucoup de personnes le font sans forcément utiliser les produits. Quand vous allez sur de l'IA, quelle qu'elle soit, utilisez le produit. Le nombre de projets que je vois qui sortent, qui disent: «Ouais, la nouvelle IA qui va complètement tout changer ce secteur, elle va exploser tous les autres» et puis vous l'essayez et c'est complètement bof. Entre les vidéos de présentation et le produit final, il y a toujours une marge de manœuvre. Ils le font toujours dans des conditions qui sont très, très spécifiques et qui vont pas forcément correspondre à ce dont vous avez besoin. Donc prenez du recul, allez les essayer. Hop, attendez, je vais vous partager un site pour que vous puissiez un petit peu voir. C'est pareil, ils ont ouvert complètement le marché pour la création de subnets. Ils disaient: «On va en avoir, des centaines». Aujourd'hui, il y en a 116, hein, dont pour moi, plus de la moitié qui ne servent à rien en fait, qui ont juste été, sortis pour essayer de gagner un peu d'argent, mais qui n'ont pas un grand intérêt. Et vous voyez, par exemple, si on prend le subnet, chute, il y a quelques mois, au moment de la sortie, il était inexistant. Et regardez, sur 7 jours, regardez les performances, hein. Targon était plus ancien. Ils avaient essayé d'apporter un petit peu quelque chose. Mais il y en a plein qui sont sortis. 19 qui était le numéro 1, regardez, il est pas très bien classé. Et si on regarde les performances, 19 c'était le numéro 1 des subnets, pour tout le monde, hein, pas pour nous. Pour les autres qui le présentaient, mais quand on regardait d'un point de vue factuel et quand on l'essayait, il y avait rien de bien exceptionnel. Les performances, elles sont pas là. Parce que, bah, le produit, il est pas extraordinaire. Vous voyez, il faut prendre du temps. Et moi, pour l'instant, j'ai pas forcément envie d'aller faire de la spéculation dessus. Il y a d'autres choses qui, pour moi, sont plus intéressantes à l'heure actuelle que d'aller jouer sur ce genre de choses. Vous voyez, regardez, hein. Regardez, on va descendre un petit peu. On n'a pas regardez, ça c'est je vais retrouver le nom, c'est le market cap. Regardez, market cap à moins d'1 million, c'est globalement, on va dire la moitié, quasiment. Et là, on parle d'1 million. 1 million, c'est rien en crypto, hein. 1 million de market cap, c'est et regardez les charts, hein. Voilà, d'un point de vue factuel, les charts sont éclatés. Après, on n'est pas dans une alt season, je l'entends aussi, mais pour moi, on est sur des produits qui sont beaucoup trop récents pour vraiment se positionner, de manière long terme. Donc on peut essayer, on peut jouer avec. Le stacking pour l'instant sur les subnets n'est pas encore au point. Les rendements ne sont pas forcément là. Moi, je préfère rester à choisir sur du TAO, faire mon petit stacking, rester dans cet élément-là. Je le rappelle qu'on n'est pas conseiller en investissement, hein. Là, je vous parle juste de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut essayer. C'est des protocoles qu'on suit depuis quasiment leur sortie, qui ont pas mal évolué. Il y a plein de choses à faire dessus. Il y a des évolutions avec lesquelles je suis d'accord et des évolutions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord, par exemple, pour qu'on détourne l'usage premier d'un produit. Par exemple, si on prend le cas de Bitcoin, pour moi, c'est une réserve de valeur. À la base, c'est un système d'échange pair à pair qui fonctionne toujours, mais qui est dépassé par rapport aux besoins du marché, mais c'est un système de réserve de valeur. TAO, c'est une marketplace pour IA. C'est vraiment son but premier. Aller faire derrière du farming dessus, le rendre VM et autres, pour moi, c'est sortir de son élément de base, de sa structure de base sur laquelle il est vraiment bon. Et c'est pas un projet comme Chainlink, par exemple, où on est parti des oracles. Ils sont numéro 1 dans le secteur des oracles incontestés.
et là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais si vous avez étudié un peu le secteur des oracles, ils sont incontestés dedans. Après, ils attaquent les RWA, pardon, parce qu'ils ont des très bonnes connaissances dans ce secteur-là et parce que surtout, ils ont un pied dans la finance depuis des années. La TAO, pourquoi ils veulent aller manger sur le l'EVM et autres? Tout simplement parce que les rendements et les performances ne sont pas là et qu'ils se disent: «On va essayer de gratter un autre marché». Mais déjà, le marché de la marketplace IA, il est déjà trop récent, il est déjà trop neuf. Ils sont pas aujourd'hui un leader incontesté. Il y a d'autres projets qui sont plus ou moins intéressants et pour l'instant, leurs subnets, la plupart sont complètement éclatés. Donc une fois qu'ils seront établis sur cet aspect-là, que leurs équipes auront continué d'évoluer, qu'ils auront continué de développer, qu'ils seront vraiment structurés, pourquoi pas aller voir sur d'autres secteurs? Mais pour l'instant, pour moi, c'est encore beaucoup trop jeune, beaucoup trop récent. Et ça, c'est un peu la folie des grandeurs de certains projets, d'essayer d'aller chasser ces nouveaux narratifs et ces nouveaux éléments qui sortent pour essayer d'attirer toujours plus de capitaux au lieu de consolider leurs fondamentaux. C'est ma vision des choses et je suis vraiment prêt à la challenger, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, nous, on a, comme on le dit, hein, on n'a pas la science infuse, on est là, on essaie de prendre un maximum d'informations, de nous faire un avis le plus personnel possible et si vous avez un autre avis, avec grand plaisir, en fait. Alors, gardez bien vos petits terreaux bien au chaud. Vous avez loupé Bitcoin en 2013, alors ne loupez pas Bitensor. Je suis pas d'accord avec toi sur cet aspect-là. Pour moi, BTC a beaucoup plus de valeur intrinsèque que Bitensor. Après, il y a des choses qui sont très intéressantes sur Bitensor, je le nie pas, mais doucement. C'est un projet qui a pas très longtemps en termes d'espérance de vie et après, voilà, bah, tiens, c'est des questions qui sont intéressantes. Vous voyez? On va creuser justement ces aspects-là. Attendez, je vais descendre un peu la caméra parce que depuis tout à l'heure, je suis coupé par le commentaire. Théo s'adresse à qui et à quel genre de client? Qui va utiliser Théo Bitensor? Quel genre de client? Microsoft, les particuliers? Merci pour tes réponses. Alors, ça va pas s'adresser à des sociétés. L'objectif du Théo, si on comprend et qu'on a un peu analysé le projet, c'est de s'adresser surtout aux personnes qui veulent mettre à disposition des IA et c'est un peu une concurrence pour pouvoir utiliser ce sous-réseau. Et aujourd'hui, ceux qui vont vraiment consommer du TAO, c'est justement ceux qui vont mettre à disposition ces IA pour pouvoir référencer sur la marketplace. Donc, c'est une portée qui n'est pas vers du client final, c'est une portée plutôt vers du développeur. Après, aujourd'hui, est-ce que, si vous connaissez un petit peu le monde des IA, est-ce que vous voulez absolument aller sur l'IA décentralisée? Je comprends d'un point de vue éthique, je comprends la décentralisation, c'est hyper important pour moi. Venant du milieu de la cybersécurité, c'est quelque chose que je peux pas laisser de côté. Mais après, il faut être factuel. Pour ceux qui ont déjà utilisé les produits de chez OpenAI, qui ont déjà utilisé les produits de chez Google, les produits de chez Meta, vous regardez ce qui est proposé sur la marketplace de TAO, c'est une grosse blague. Il y a un monde entre les deux. Parce que oui, aujourd'hui, les IA fonctionnent en silo, mais la force de frappe d'une société comme OpenAI ou de chez Google ou Meta n'est pas la force de frappe d'une petite structure. Donc oui, on veut du décentralisé, mais aujourd'hui, il y a un gap technologique et ça avance tellement vite que si vous n'avez pas la capacité financière à réussir, votre projet va couler dans l'œuf. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal à le voir sur le long terme et pour ceux qui connaissent un peu, aujourd'hui, on a plus de risques avec l'ASI, donc une super intelligence, que sur ce type de produit. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de partir plutôt sur des intelligences artificielles couplées à de la robotique, qui vont avoir une certaine autonomie que ce type de projet. Hem, Hop, j'essaie de reprendre les questions sur le même sujet, hein. Je suis en train de lire un petit peu au fur et à mesure. Si tu as compris que Bitcoin est le premier supercalculateur du monde, juste pour sécuriser le réseau, alors imagine toute cette puissance de calcul sur Bitensor sera le premier supercalculateur. Là, je suis pas d'accord avec toi, par exemple, tu vois? Ça, c'est ce qui est vendu. Ah, ça sent le fanatisme, dit Anthony. Il faut rester d'un point de vue factuel. Aujourd'hui, la DeepMind, c'est un secteur pareil que j'ai bien creusé, c'est tout simplement tout ce qui est infrastructure décentralisée. Oui, on a des problématiques sur, tout ce qui est production de puces, parce qu'on a des limites physiques de production. J'essaie de simplifier les choses pour ceux qui sont là, pour éviter que, ça dure 45 minutes sur ce sujet-là, mais c'est un peu l'idée. Aujourd'hui, les personnes qui vont consommer le plus de puces graphiques pour la partie calcul, on avait à une époque les architectes, on a les médecins, on a la chimie
et on a l'IA. L'IA est un gros consommateur. Mais ceux qui vont acheter, ce sont des entités centralisées. Aujourd'hui, d'un point de vue théorique et d'un point de vue intellectuel, on se dit: «OK, le particulier qui minait de l'Ether, qui mine d'autres cryptos», je dis bien minait pour l'Ether parce qu'il y a eu la bascule vers la Proof of Stake. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hem, cherche du rendement et donc effectivement, il y a la possibilité de mettre à disposition sa machine pour faire du calcul décentralisé. Le gros problème de l'écosystème de Bit&Sor, c'est que les IA, si on prend Chute, qui est le sous-réseau qui est, dédié sur une partie, calcul, ils n'ont pas la force de frappe, ni le marketing, ni la manière d'avancer les choses que peut avoir, par exemple, un Akash et je ne suis pas là à vous dire: «Ce projet-là, il faut investir». Il y a d'autres problématiques sur ces projets-là, qu'un Akash, qu'un Flux ou qu'un Render, qui eux vont avoir des partenaires, vont travailler spécifiquement sur ce sujet-là. Et est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'IA sur de la DeepMind? À mon avis, on n'a pas besoin aujourd'hui. On a déjà assez de problématiques à faire fonctionner ces réseaux de DeepMind dans la flywheel pour vraiment l'augmenter. Parce que je suis désolé, je dérive un peu au fur et à mesure du sujet, hein, mais pour marcher dans la DeepMind, il faut qu'il y ait déjà des infrastructures. Pour avoir des infrastructures, il faut qu'il y ait des personnes qui mettent à disposition du matériel. Pour mettre à disposition du matériel, il faut qu'il soit récompensé. Pour ça, il faut qu'il y ait une consommation. Et cette consommation aujourd'hui de puissance de calcul décentralisée, elle n'a pas forcément lieu parce que les coûts sont encore plus importants que d'aller s'adresser à des sociétés centralisées. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Oui, il faut que ça fasse partie de l'écosystème du futur. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup trop récent et on n'a pas le fondamental d'un Bitcoin. Pour moi, ceux qui comparent en disant Bit&Source et Bitcoin, non, c'est faux. C'est 2 choses différentes qui adressent 2 problématiques différentes avec 2 modes de développement. Oui, je sais qu'il y a plein de comparaisons similaires en disant: «Oui, c'est capé». Il y a un, halvening sur le Bit&Source, mais on n'a pas la même technologie, c'est pas les mêmes développements et autres. Et on le voit dans les choix qui sont faits. Comme je vous disais, je suis pas forcément d'accord avec tous les choix qui sont faits chez Bit&Source. Sur Bitcoin, le dernier, Bitcoin Improvement Protocol, le BIP, où ils se sont dit: «OK, on va renommer les satoshi en Bitcoin», pour moi, c'est une grosse erreur. Vous voyez, on peut aimer un projet sans pour autant accepter tout ce qu'ils font. Voilà, il faut toujours arriver à prendre du recul et à bien connaître. Et vraiment, je vous invite à faire vos propres recherches. Nous, dans l'accompagnement, quand on vous présente un projet, on fait l'ensemble des recherches, on essaie de vous apporter une vue la plus objective possible, en disant: «Voilà ce qu'on a trouvé de positif, voilà ce qu'on a trouvé de négatif, voilà l'ensemble des critères qu'on a regardés». Après, ils évoluent ces critères-là et par exemple, moi, dans les critères, si on prend la partie Bit&Sor, ils font des annonces, 2 semaines après, ils vont à l'opposé. Voilà, c'est un élément sur lequel je suis pas forcément d'accord avec eux. Nous, on n'est pas sponsorisé, hein, par n'importe quel projet. On fonctionne de manière autonome, on dit ce qu'on veut dire. C'est pour ça que on n'est pas là, en fait, à lyncher ou à aduler un projet, hein. Il y a du bon et du mauvais de partout. OK, Clem, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas moi, petit particulier, qui vais utiliser Bit&Sor. Je suis testeur logiciel. Crois-moi, aucun dev va aller sur Bit&Sor. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment voir la cible. Un peu oui, c'est tellement beau, enfin un projet après BTC, Fairlaunch et cetera. Mais il y en a d'autres qui sont en Fairlaunch et autres qui sont très bien. Et après très important, merci Anthony d'avoir soulevé, ce point-là parce que c'est vrai qu'on le répète, mais, je pense pas assez, faut croire. Ne soyez pas amoureux de vos projets pour l'avoir été, ce n'est pas le doute qui rend fou, mais la certitude. Exactement. Quand vous êtes à 300 dans un projet, que vous êtes compromis, j'ai envie de dire, intellectuellement par ce projet-là, vous n'allez plus être en capacité d'être objectif et de pouvoir le vendre. Et c'est ce qu'on dit, ne faites confiance en personne, y compris nous. Quand on parle de crypto-monnaie, nous ne sommes pas objectifs. Ça fait tellement longtemps qu'on est dans le secteur des cryptos, on sait, on a ce biais-là. Par rapport à une personne qui va rentrer dans le secteur des cryptos, vous savez, vous avez quand même les courbes d'apprentissage. Avec le temps, on essaie de prendre cette parité et on est le premier à vous dire: «Attention, 99,9 des projets crypto sont à jeter, servent strictement à rien». Comme quand il y a eu, les arrivées des premières sociétés, sur internet, la grosse majorité servait strictement à rien. Par contre, dans le lot, il y a des projets qui sont ultra intéressants, qui apportent des choses. On peut et ça, je sais que beaucoup de personnes qui viennent de la tech et c'est mon cas, tombent souvent amoureux de la technologie et ça, il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas tomber amoureux du code. Thibaut, vous en avez déjà parlé de cet aspect-là, de dire, vous voyez un code et vous aimez cette technologie. Le problème,
c'est que la technologie, c'est quelque chose. Ça répond à un certain besoin. Après, il y a le marché. Il y a les besoins du marché et il y a le développement de ce projet-là. Pourquoi chez Cardano, il y a des personnes qui sont ultra fans de Cardano et qui sont, très, très compétentes? Ils ont des développeurs en interne et même si vous regardez l'équipe technique derrière Cardano, elle est juste, incroyable. Hem, le gros problème, c'est qu'ils ont oublié le marché. Ce qu'a fait Ethereum ou d'autres projets qui ont été EVM et qui ont permis de sortir des contrats décentralisés avec des applications décentralisées, ils l'ont fait beaucoup plus rapidement. Cardano voulait une technologie qui soit ultra pointue, avec tout un tas d'avantages technologiques, ce qui a fait qu'au final, ils ont mis plusieurs années à sortir leurs premières applications décentralisées et ça a été un gros flop. Ils ont complètement raté la coche du temps de marché. Ça, c'est ultra important. Et pourtant, d'un point de vue fondamental, les personnes sont bonnes, mais elles ont raté le coche du marché. Pardon, j'ai un petit truc qui me chatouillait. Hem et donc, il faut que vous soyez capable de revendre certains projets, de rester objectif. Si jamais les personnes de chez EOS, on prend le cas. EOS a été l'un des projets qui a levé le plus d'argent. Sur le papier, techno intéressante, ultra rapide, ultra centralisée. Quand le fondateur du projet est parti, il y a des personnes qui ont gardé. Alors que d'un point de vue fondamental, ça avait complètement changé. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas amoureux, en fait, de vos projets. Vendez-les quand ils ont fait des belles performances et si le fondamental est maintenu, vous pourrez les racheter beaucoup plus bas. Regardez toutes les corrections qu'il y a eu et dans la majorité des cas, les altcoins ne retrouvent même pas leur plus haut sommet. C'est des exceptions qui retrouvent leur plus haut sommet, qui dépassent leur plus haut sommet. On va prendre attendez, je vais vous montrer quelque chose pour qu'on soit, au plus factuel possible. Regardez, je vais vous partager mon écran. On va le faire ensemble. Hop, je masque ton commentaire, Anthony, pour que vous puissiez bien voir mon écran. On va prendre le cas de l'Ether. Voilà. Ensuite, on va prendre le cas du Doge. Et ensuite, on va prendre dans le top 100. Il faudrait trouver des projets qui datent de 2017. Je suis en train de chercher un peu au fur et à mesure des projets qui sont un petit peu, anciens. L'Ether classique. L'ICP, je crois que c'est de 2021. Le NIR, ça va être d'avant. Et là encore, mince. Et encore là, je vous prends le top 100. Parce que si on regarde historiquement, il y en a un paquet qui n'existent même plus, hein, qui sont partis. Le Litecoin, celui-là, on va éviter d'en parler, ça évitera que je me fasse ban le live YouTube. Le Zcash, hop, on va regarder l'ancienneté. OK. Ça met un peu de temps à charger. Pourquoi ça veut pas charger? Bon. On va attendre un petit peu. Ah, le problème, c'est qu'il n'a pas le cycle, Vitchin, il n'a pas le cycle d'avant. Je suis en train de chercher. 2017, hop. « 41. Vous voyez, même là en 2024, l'Ether classique, hein, qui a tapé 2018, il a fait des belles performances en 2021 et après, il est jamais remonté. Voir à ce cycle-là, s'il va remonter, s'il va redépasser son plus haut, mais il n'est pas remonté. On va pas se mettre en logarithmique. Ah bah là, il est de 2021. J'essaie de chercher des projets qui. Hop, je vire le logarithme. Donc là, en 2017, il avait fait un ATH à 318 et en 2021, il l'a légèrement redépassé. Légèrement. Et là, on en est bien loin, à voir s'il va faire de même. Ah bah ça, exemple, voilà, exemple typique. Là, il y a eu sa sortie. 2017, il fait un pic à 756 $. 2021, 314 $. Il n'est pas remonté. Et ça, c'est plutôt la majorité des coins qui font ce genre de schéma. Le Dodge, il est remonté, je le sais, et l'Ether aussi. Bitcoin SV. Il faudrait que je vous reprenne. J'aimerais vous retrouver des projets qui faisaient partie du top 20. Bah voilà, Tezos. Vous voyez, en fait, c'est qu'ils descendent tellement au fur et à mesure du temps
que pour les retrouver, DYDX, Grass, Compound, je sais pas s'il était là en 2017, je crois qu'il est arrivé en 2021 aussi. Le FTT, bah, FTX est parti au tas. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il y avait le Dash, voilà. Dash, exemple même, il faisait partie sur du top 20. Il faisait partie sur du top 20 en 2017. Parce que je sais, je l'ai tradé en 2017. Voilà, 2017, 1200 $, un peu moins de 1200 $. 2021, 400 $. Et on parle d'une crypto du top 20. Regardez, CoinMarketCap. On va aller dans la partie History. Hop, Historical Snapshot. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. Ça vous rafraîchira un petit peu les idées et surtout, ça vous rappellera que c'est pas parce que ça fait partie du top 20 qu'on est top 8. Hein. Regardez. Le NEM, IOTA, Bitcoin Cash. Ils sont même plus dans le top 100. Le IOTA doit peut-être y être encore. 2019. Le Tezos, très beau projet français aussi. Ça, c'était sur son premier cycle, mais regardez, hein, depuis, il est parti au tas. Hein. Et Compound 2020, on va prendre. Qu'est-ce que j'ai dit? On va prendre le NEM, par exemple. Pour avoir un peu d'historique. Voilà. 2017, pic à 1,83 $. 2021, 79 centimes. Et là, on parle de crypto du top 10. Hein. Le Neo, on peut prendre. Allez. Neo, l'Ether classique, on l'a vu. L'Omisego. Regardez, hein, là, vraiment, c'est juste d'un point de vue factuel. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas tomber amoureux des projets. Le Neo, c'était de mémoire l'Ethereum chinois à l'époque. 140 $. Il a fait un pic en 2021, 117 $. L'Omisego, 2018, 22,82 $. 13 $. Attendez, j'arrive pas à reprendre le pic. Ouais, 17 $. Voilà, ça, c'est la majorité des coins. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas amoureux et ne les gardez pas. C'est vraiment ultra important. Un Dash, c'était 100 $. Ouais, c'est possible. Effectivement, Bitcoin Cash, Nano, Digibyte, tous ceux qui sont restés là depuis plusieurs années savent de quoi je parle en fait. Effectivement, Martin, comme tu dis, tu en as combien qui ont gardé leur BTC depuis 2013? La très grosse majorité les ont perdus. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas les mêmes notions de sécurité, c'était pas le même risque en fait qu'il y avait. Donc oui, je suis amoureux de Bitensor dans la maximaliste. C'est jamais, par expérience, c'est jamais bon d'être maximaliste en fait. Complètement, il y en a, ils sont à fond ils étaient à fond sur BitConnect ou Libra, mais bien sûr. BitConnect, c'est un énorme Ponzi, tu le voyais dès le début en fait. Alors attendez, je vais reprendre un petit peu les questions au fur et à mesure. Je remonte dans le chat, hein. N'hésitez pas à les reposer si des fois, Libra Finance, ça sert à rien. Alors pour tous ceux qui se posent des questions justement sur ces projets, attends, on va aller sur, je sais pas si sur DeFi Yama il y est. 2 secondes, je suis en train d'aller chercher, les protocoles. Libra Finance. Hop, attendez, je vais vous partager mon écran. Je le connais pas particulièrement, parce que des protocoles, il y en a, en pelleté. Et voilà. Déjà, moi, quand je vois un graphe qui va dans ce sens-là, si c'est Libra de Facebook, non, Omnichain, LSD Stablecoin, non, ça n'a pas l'air d'être le Libra de Facebook. Je crois que c'est avec un I, le Libra de Facebook. Déjà, quand je vois un chart pardon, dans ce goût-là, je fuis la plateforme. Quand vous passez de 400 millions de TVL à 13 millions, c'est qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème quelque part. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comme je vous dis, je ne le connais pas, mais il y a eu un problème quelque part.
Donc moi, je mettrais pas les pieds. Vous voyez déjà, ne serait-ce que par quelques informations, je mettrais pas les pieds sur un truc pareil. Après, à vous, hein, d'aller étudier la sécurité du projet, de tous les éléments, voilà, la gouvernance. Alors, ouais, quand ça fait du stablecoin en plus synthétique et autres, faites hyper attention. Il faut regarder les audits de sécurité, il faut regarder tout un tas de choses, hein. Ça le white paper, regardez les audits. Allez. Je le fais pas souvent ça en live, mais on va en prendre un. Les audits déjà datent d'il y a quasiment 2 ans. C'est pas forcément grave, on va regarder. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont un programme de bug bounty, c'est-à-dire que si des gens trouvent des vulnérabilités, ils sont prêts à payer. Alors déjà, je sais pas qui c'est qui a fait un rapport comme ça, mais pouvoir travailler dans la cybersécurité, c'est juste une honte d'avoir un rapport comme ça qui est juste, immonde. Là, ce qui est important de regarder, c'est ce qu'ils appellent le périmètre, le scope. Parce que vous pouvez faire auditer une toute petite partie de vos contrats et vous pouvez, auditer l'intégralité de vos plateformes. Ensuite, on classe les vulnérabilités par impact, par sévérité. Heu, ouais, il est immonde le rapport. Je sais pas qui c'est qui a pondu un truc comme ça, mais bon. Ici, il faut regarder dans les vulnérabilités si ça va impacter l'utilisateur ou, si ça va impacter, le produit final. Mais si ça impacte le produit final, vous voyez, hein, sur la partie EUSD, en général, tout ce qui est token synthétique et autres, faites attention. C'est là où il y a les plus grosses vulnérabilités. Et après, voir si, ça a été corrigé. Le problème, c'est que là, ça a été confirmé. Donc là, on voit sur la partie, GitHub, que la vulnérabilité, normalement, elle a été corrigée. Après, il faudrait voir qu'il y a eu un contre-audit pour vérifier que tout soit bon. Déjà, celui-là, il est un peu plus visuellement parlant, accessible. Regardez ensuite, ah bah voilà, il y a les findings. Vous voyez ici, moi, ce qui m'inquiète un peu quand même, c'est que là, des attaques de re-entrance, c'est, des attaques qui sont impactantes, qui sont importantes, et qui ne devraient plus apparaître aujourd'hui. Ça fait partie des choses que les scanners trouvent assez régulièrement. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est de dire, il y a quand même eu plusieurs audits et plusieurs audits qui les remontent. Donc c'est-à-dire que s'ils ont oublié des choses comme ça sur les premières versions, c'est possible qu'ils en aient encore sur les dernières versions. Et si on voit là comme ça une chute assez rapide du protocole, hein, on voit qu'en une semaine, ils ont perdu une grande partie. C'est peut-être possible qu'il y ait eu un hack dedans. Il faudrait regarder sur internet, hein, mais ça me surprendrait pas. Quand on a des gros murs comme ça d'un coup, c'est que souvent il y a eu une bad news, assez importante. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Mais la démarche que je viens de faire, vous pouvez l'appliquer à l'intégralité, en fait, des protocoles sur lesquels vous allez, mettre des fonds. Après, à côté de ça, il y a des assurances, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est partie des critères dont on parle dans l'accompagnement et également dans le programme de formation Crypto-Investisseur. Si vraiment vous ne savez pas quoi choisir, vous avez besoin de vous faire accompagner et autres, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, un appel téléphonique avec nous. On prendra le temps d'échanger et de voir, ce qu'on peut faire et comment on peut vous aider, ou si on peut vous aider, ou si on peut pas vous accompagner.